Hello et bienvenue dans la Lecture Obscure, le podcast où le tarot rencontre le business sans détour. Je suis Gaëtan Ballester, tarologue, et j'aide les pros du bien-être à communiquer pour atteindre les clients qui ont vraiment besoin d'eux. Cartes, bien-être, stratégie, tout ce que les pros de l'ésotérisme n'osent pas dire à voix haute. Si tu construis ta pratique ou si tu veux la faire grandir, tu es exactement où il faut. Hello tout le monde, bienvenue dans la Lecture Obscure. Aujourd'hui, je suis avec Romane du Terrier sous la Lune. Alors, Romane, ça fait un moment que je veux l'inviter sur le podcast. Ça fait un moment qu'on a eu cette discussion de pourquoi j'avais envie de la faire venir. L'une des nombreuses raisons, parce que aller découvrir son compte, il est juste exceptionnel. En quelques mots, je vous décrirai son compte comme un espace engagé, spirituel, politique, passionnel. Mais, Romane, comment tu te présentes? Déjà, merci beaucoup, Gaëtan, pour l'invitation et pour la jolie présentation. C'est pas une chose facile, de se présenter, mais du coup, je dirais que j'essaie de mettre les choses qui me semblent humaines en avant. Dans le sens où effectivement, il va y avoir des réflexions, qui sont politiques sur mon compte, mais aussi donc spirituelles et aussi artistiques. Et pour moi, ces 3 grands domaines en fait, croisent une notion déjà qui est, l'éthique et ensuite croisent aussi, avec, tout ce qui émane et ressort de l'être humain. Voilà. Et du coup, si je devais, vraiment trouver un, point, de croisement entre tous les points de mon compte, parce qu'il y en a beaucoup et des différents, ce serait certainement celui-là, en fait. Voilà. Ben, Je ne sais pas si c'est clair? vous nous direz. Mais il faut découvrir son univers de toute façon. Faut aller découvrir l'univers de Romane. Et Romane, moi, je t'ai invité à venir sur ce podcast pour qu'on parle de l'appropriation culturelle dans le milieu du bien-être, de la spiritualité et du bien-être. Avant qu'on se lance, parce qu'on va Mmh. essayer d'apporter une ouverture sur ce sujet avec de la nuance et des prises de position. Mais avant tout, j'ai toute une série de questions à laquelle j'aimerais que tu répondes uniquement par vrai ou faux. Alors, tu n'as pas le droit d'argumenter, ça va être terrible, je pense, pour toi de devoir juste te réduire à vrai ou Oui, faux. Mais est-ce que tu es prête pour qu'on se lance dans ce petit jeu? je suis prête. Ok. Première question. Le tarot occidental est-il une forme d'appropriation culturelle? Je dirais faux. Les Occidentaux devraient arrêter d'utiliser le terme chaman. Vrai? C'est trop Brûler de dur? la... Oui, parce que si vous êtes sur YouTube, vous avez vu, moi j'ai vu tout ce qui s'est passé dans la tête de Roman. Sur les auditeurs qui écoutent uniquement, vous n'avez pas eu la joie de le voir. Je continue. Brûler de la sauge blanche est un acte problématique. Vrai? On peut pratiquer une tradition spirituelle sans appartenir à la culture qui l'a créée. Je dirais vrai, mais j'ai pas le droit Ah! d'argumenter, pardon. Hem, le yoga moderne est-il une forme d'appropriation culturelle? Vrai, Les retraites spirituelles vendues par des occidentaux sont souvent du colonialisme déguisé. vrai. Gaëtan en sueur avec ses séjours dans la nature. Le développement personnel s'inspire trop de traditions qu'il ne comprend pas. Vrai. Porter un kimono sans être japonais est de l'appropriation culturelle. Pour l'instant, je dirais vrai. Les tambours chamaniques vendus en Europe posent un problème éthique. Plutôt vrai. L'appropriation culturelle est un concept devenu excessif. Faux. OK. Heu, je vais en clôturer avec 2 parce qu'on a déjà beaucoup de matière. La spiritualité New Age repose largement sur l'appropriation culturelle. Vrai. Une personne blanche peut devenir chamane? Vrai. OK. On s'arrête là parce que je pense que là déjà, Romana, elle me déteste de l'avoir Le coup de empêchée pression d'argumenter. là, j'étais comme ça, donc Hem, les gens ils vont me regarder comme ça, mais qui raconte elle? Elle a intérêt à vite développer ses arguments parce que
Peut-être qu'avant tout, Roman, tu pourrais, expliquer à nos auditeurs ce qu'on entend par les termes d'appropriation Ouais, culturelle? bien sûr. Alors, du coup, l'appropriation culturelle, ça va être l'utilisation, donc d'éléments de culture ou, comment? J ouais, de culture et de tradition, voilà, c'était le mot que je cherchais, qui Mmh, appartiennent à la base à une autre culture. Et pour moi, dedans, il faut aussi amener pour que la notion, de, d'appropriation culturelle existe, c'est qu'en fait, on a un monde qui est totalement inégal. Donc du coup, on va avoir des cultures qui sont, du coup, minorisées dans le monde et des, cultures qui vont prendre le pouvoir. Et du coup, dans cette dynamique-là, on peut avoir une réflexion sur l'appropriation culturelle qui est le fait d'aller se servir dans des autres cultures que la sienne pour, prendre, des éléments qui sont forts symboliquement en général ou mmh. historiquement parfois aussi. Voilà, c'est important parce que c'est pas que symbolique, l'appropriation culturelle selon moi, il y a aussi une part historique qui est, vraiment essentielle à aborder. Et aujourd'hui, c'est un débat qu'on ouvre de plus en plus autour du domaine, de la spiritualité. Il s'est Mmh. passé beaucoup de choses depuis les années 90-2000, et presque tellement de choses que c'est seulement maintenant, donc 30 ans plus tard presque, qu'on ouvre un regard critique dessus. Moi, Ouais. j'aimerais, reprendre les questions du coup que je t'ai posées. Oui. Tout d'abord par rapport au tarot occidental, est-ce que c'est une forme d'appropriation culturelle? Je me devais sur un podcast, où on tire les Oui, cartes, de te poser cette question et si tu le permets, c'est moi qui vais, expliquer pourquoi bien aussi. sûr, je Heu préfère même que tu le fasses parce que tu es plus spécialiste que moi. C'est surtout un clin d'œil ou plutôt, un coup de pied, à Cour de Gébelin et finalement aussi à la Golden Dawn Academy. Heu, le tarot, qui présente, finalement, la divination, en tout cas comme un outil divinatoire, a aussi beaucoup surfé sur, l'orientalisme, enfin l'égyptomanie, donc une période, où on était très fan de ce qui venait, d'autres lieux du monde et notamment d'Égypte. Donc, Eteia, lui, a publié le Grand Eteia, un tarot égyptien. Donc si vous le regardez, il est encore commercialisé par, quelques personne, avec peu de moralité, comme un véritable jeu issu de l'Égypte antique, et ça, c'était pour faire de l'argent. Faire de l'argent sur tout ce que l'Égypte antique et cette, région du monde et cette spiritualité, vient, faire écho. Sauf que le tarot, il est né en Italie. Il a rien à voir avec l'Égypte antique et là, on a fait ça pour gagner de l'argent. Pareil pour ceux qui vont intégrer énormément, de la kabbale dans le tarot, le tarot n'est pas un outil kabbalistique à son origine. Donc on s'approprie des cultures, des spiritualités ou des régions du monde pour en faire, un objet plus facile à commercialiser, même si en surface, on va vous vendre que c'est, sous couvert de spiritualité Mmh. mais finalement ce sont des occidentaux qui, développe ces outils et qui les Ouais. commercialise et qui en bénéficie. Ouais, c'est ça qui est Heu, super important aussi, hein. C'est bien, tu fais bien de souligner parce que, c'est totalement vrai, donc certes, dans le tarot aujourd'hui, il y a une, diversité et je pense que le tarot, c'est l'un des objets, je m'avance peut-être, mais je trouve qui présente une diversité, les plus folles où, tous les peuples, minorités, confondus ont eu et ont encore le loisir de s'exprimer. Hem, Tout le monde peut se l'approprier, sans que là ce soit un problème Mmh. éthique. Et donc on a des tarots comme, par exemple, le tarot Com qui a été développé par Léo Com, qui est passé sur ce podcast, qui présente un jeu représentant une multitude de diversités queer. Mais vous avez, bref, allez sur le salon des arcanes, vous verrez qu'il y a une multitude de tarots et pour le coup, quand ils sont créés et commercialisés par, les minorités en question et qui se réapproprient le tarot en le faisant exprimer, ces cultures, c'est là, ce n'est pas problématique. Je me suis peut-être un peu perdu,
Non, c'est très intéressant. En plus, franchement, non, je trouve que tu été bien. Bon, ça va. Bon, mais maintenant c'est à toi. Du coup, je t'ai posé la question, les Occidentaux devraient arrêter d'utiliser le terme chaman. J'ai vu que ça avait été complexe quand même, mais tu m'as dit non, faux, vrai, vrai. Alors, du coup, c'est parce que ça rejoint, donc c'est l'avant-dernière ou la dernière question que tu as posée sur le fait, c'était Hmm. est-ce que les Occidentaux peuvent être chamans, je crois. Alors ça, c'était l'une des premières, C'était mais la dernière, et c'était la sur les dernière. personnes blanches. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, pour moi, là, le souci, il va être beaucoup sur la façon de faire, notamment, et c'est là qu'on peut, à mon avis, discuter. C'est pour ça que j'ai hésité. Parce qu'en Hmm. fait, je comprends le caractère problématique du terme et surtout par son utilisation en fait, qui est aujourd'hui très très populaire. D'ailleurs, on le voit partout sur Instagram, des gens qui s'autoproclament chamans, des gens qui s'autoproclament chamans et qui ont en plus tout un tas d'autres d'autres distinctions avec, on ne sait pas trop comment c'est arrivé, mais en tout cas c'est là. Et du coup, ça pose problème. Après, si vraiment, dans quelques cas qui, je pense, sont du coup une minorité, la personne a vraiment suivi une initiation, est vraiment impliquée euh, et, euh, et a vraiment la compréhension que ce soit historique, spirituel et le respect qui va avec, dans ce cas-là, peut-être. Et encore, voilà, je pense que cet avis-là pourrait faire débat. Moi, je dis peut-être si la personne, ben, elle a suivi tout ça et que vraiment c'est quelque chose qui la traverse, quoi, et qui est important et qui devient en fait bah, un pilier essentiel de sa vie. Et que ça devient même sa vie parce qu'en fait, pour les chamans, c'est pas juste le dimanche, je fais ça. C'est une façon de vivre et je pense que du coup, ben il y a plein de conditions qui font que ben dans très peu de cas, au final, on peut dire qu'on est chaman, quoi. Ouais. Ça me Voilà. fait penser à deux choses, à Arnaud Rioux, qui lui a écrit et qui a été très connu aussi à la sortie de ce livre, Réveiller le chaman qui est en vous, où lui il se rapproche de l'étymologie de la traduction de chaman, qui voudrait dire homme qui apprend ou qui transmet. Enfin, bref, je me souviens plus exactement. Mais je pense que par-delà l'étymologie, il y a aussi qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça invoque, cette notion de chaman. Pour certaines personnes, ça va représenter quelqu'un qui est connecté au vivant, à la nature. Pour d'autres, ça va représenter des rites euh, d'Amérique latine ou des rites mongols, parce que aussi il y a plusieurs mouvances dans le Ouais. chamanisme, enfin, plusieurs espaces dans le monde où le terme chaman est employé, mais n'a pas forcément la même symbolique. Et je pense que ce qui est aussi questionnant, c'est que ce terme devient un terme plus commercial que chargé de sens. Ouais. Oui, 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 ça fait vendeur, ça fait bien, on va C'est dire. Et ça. c'est ça Et aussi alors, le gros problème. à l'inverse, tu as dit, chaman, c'est pas un truc du dimanche. Du coup, moi, ça m'a fait penser à qu'est-ce qui se passe en Occident le dimanche? Bah, bon, moi, j'ai une éducation catholique, j'ai été La enfant de messe, ouais. chœur, il y a la messe et étrangement, prêtre ou prêtresse, ce sont des termes qu'on a un peu plus de mal à s'approprier, d'un point de vue commercial. Mm. Peut-être qu'on respecte davantage le terme de prêtre et on va pas se dire, parce qu'on est connecté à une spiritualité, prêtre de la nature, parce que ici justement, ça invoque un imaginaire. Oui, Heu, je pense qu'en fait, effectivement, c'est très clair parce qu'en fait, effectivement, il y a la messe du dimanche, mais être prêtre, et j'emploie ici volontairement le masculin, puisque en fait, dans notre société, voilà, les prêtres sont majoritairement des hommes. ouais. Du coup, on a donc c'est pas que le dimanche, et je pense que c'est très clair en fait pour les personnes que en fait le prêtre, il est censé être toujours dans l'église, même si aujourd'hui, bah, selon les villes, on en voit moins. Mmh. Mais voilà, si n'importe qui souhaite aller à l'église, il peut trouver normalement un prêtre, et c'est très clair dans l'esprit des gens que c'est un mode de vie. Et en fait, je Mmh. pense que le problème avec le terme chaman, c'est qu'il a été tellement
pris dans une dimension commerciale et du coup aseptisée, qu'en fait, effectivement, il n'y a pas cette valeur sacrée-là dans le terme. Voilà. Et Du coup, encore une fois, c'est là, vrai que on fait une généralité. oui, Ne nous faites pas un not all man en commentaire, hein. oui, Si pour vous, vous avez suivi vraiment une initiation, que vous êtes dans une appréciation culturelle, mm, ça change aussi la donne. Est-ce que tu ouais. peux expliquer aux auditeurs ce qu'est l'appréciation culturelle et sa différence par rapport à l'appropriation? Bah, justement, alors, je préfère normalement quand je définis des notions si carrées avoir la définition avec moi, mais là, je l'ai pas devant moi, donc Ouais. je vais faire au mieux. Pour moi, la différence entre appropriation et appréciation, c'est justement ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est le fait justement de considérer pleinement la culture d'où viennent les traditions et donc d'apprendre déjà son histoire, d'apprendre les savoir-faire, de se renseigner auprès de personnes concernées et du coup, ça prend tout ça en compte. Voilà. Donc Mm. avoir vraiment le triple aspect politique, historique et spirituel. Et là, dans ce cas, à partir du moment où on est clair et à l'aise là-dessus, pour moi, on peut ouvrir la conversation sur de l'appréciation culturelle. Voilà. Parce que du coup, on a consacré du temps. En fait, pour moi aussi, ça montre qu'on est prêt à consacrer du temps à quelque chose. Mm. Et en fait, le temps, d'autant plus dans notre société capitaliste, c'est une valeur qui coûte cher. Oui, tout Donc à fait. choisir, de consacrer son temps à des personnes, ou à des choses pour vraiment approfondir, ben, c'est un geste qui peut paraître anodin, mais qui en réalité, est fort parce qu'on court après, la montre tout le temps. Mm. Voilà. Donc je sais pas Euh, si Si, moi je trouve que c'était assez voilà, clair mais et tu fais bien de souligner que c'est aussi se renseigner auprès des personnes concernées. C'est ouais, pas demander à ChatGPT, voilà, j'aime bien me balader dans les bois, on m'a déjà dit que je pouvais me considérer comme chaman, qu'est-ce que t'en penses? Non, ouais, c'est ça. c'est plus Ouais, complexe. D'ailleurs, on va enchaîner avec un sujet qui est aussi complexe, c'est la sauge blanche. ouais. En quoi pour toi c'est un acte problématique? Alors, il y a différentes choses, déjà il y a, bah, un aspect lié à l'appropriation culturelle, d'autant plus qui a été très popularisé ces derniers temps, je trouve. Donc, en fait, au départ, j'en ai déjà acheté, pour chez moi, il y a plusieurs années, sans être au courant, comme beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé, d'ailleurs. Hmm. Et je trouve que ces dernières années, il y a beaucoup de gens qui ont pris la parole là-dessus, notamment donc des personnes, concernées. Et du coup, je suis vraiment, assez, assez tranchée cette question du côté problématique dans le sens où, en fait, là, on a accès. C'est plutôt clair, il y a quand même beaucoup de personnes qui en parlent et du coup, là, j'avoue que je comprends pas. Donc ça, c'est la première chose au niveau, spirituel, Quand tu dis en renforcé par accès, le je rebondis. Moi ouais, aussi, il y a quelques années, j'ai acheté de la sauge blanche. Je voyais pas le problème parce que j'avais la mmh, croyance que c'était la même sauge qu'on peut avoir dans nos jardins mmh, ici. J'avais pas de jardin à l'époque, mais maintenant, on le sait que la sauge blanche, comme le Palo Santo, ça vient de l'autre bout du monde. ouais, c'est ça. Effectivement et puis que c'est lié, c'est vrai, avec des à des traditions qui sont très sacrées et cetera et du coup, bah, voilà, déjà ça c'est le 1er souci et effectivement ce que je disais c'est que c'était renforcé par le fait que des gens ont pris la parole et du coup on refuse de les écouter. Du coup Hmm. pour moi, en plus là, comme on a, une multitude de prises de parole qui sont faites et que du coup par certaines personnes on a un refus, d'écouter, bah, ça renforce le problème. Ensuite, autre problème aussi, ça va être au niveau écologique bien sûr puisque c'est une catastrophe. Voilà. Donc du coup là-dessus, c'est, encore un problème puisque nous, dans nos foyers, disons plutôt, hem, privilégiés pour la plupart, on ne s'en rend, pas compte parce qu'en fait, effectivement, c'est à l'autre bout du monde donc on ne le voit pas. Mais c'est une catastrophe écologique en plus et 3e point, qui fait que, pour moi c'est un problème, c'est que ça a été, récupéré par de, nombreuses grandes entreprises et à peu près n'importe où on va, que ce soit, le grand magasin qui vend des livres en C ou, voilà, ou d'autres encore, on en trouve et parfois ça n'a pas de rapport. J'ai même des petites boutiques dans mon quartier qui sont, hem,
plutôt sur, de la naturopathie et cetera, qui ont des grands bâtons de sauge, mais bah non, Mmh. pourquoi? Oui, il y a pas cette réflexion C'est et ce qui est problématique, c'est que grâce aux réseaux sociaux, comme tu l'as justement dit, aujourd'hui, on a l'information. On peut difficilement prétendre à ne pas avoir l'information que, ça ne résonne ni avec nos cultures, ni avec, ça a un impact majeur, d'un point de vue écologique, donc on ne peut pas faire semblant que non et je rajouterais aussi que, on a une multitude de substituts en soi. Si on a envie oui. d'explorer la fumigation, heu, moi je vis dans le sud-est de la France, le genévrier, le romarin, Ouais. la lavande, la sauge, on a tout. On a Bah, on a bien tout ce sûr, qu'il faut et donc cette appropriation culturelle qui a divers aspects négatifs à différents niveaux, ça a aussi l'aspect négatif de nous faire perdre, oublier et déconnecter avec notre territoire et notre culture locale. tout à fait, tout à fait. Heu, J'avais donc un truc, ouais, vas-y termine, bah, excuse-moi. non, parce que j'allais nous proposer d'enchaîner. Ah! D'accord, OK. C'est parce que tout à l'heure justement j'ai voulu faire l'expérience de taper, sauge blanche sur YouTube. Pour voir, Mmh, ce qui sortait. Donc j'ai pas regardé du tout de contenu, j'ai juste scrollé et en fait, sur toutes les premières vidéos, qui portent donc sur, la sauge blanche, on ne voit donc, que des personnes blanches, qui semblent, voilà, je dis bien «qui semblent» parce que j'ai pas cliqué sur la vidéo, encore une fois, qui semblent, occidentales et pas de la culture concernée. Donc ça mmh, montre quand même aussi une certaine invisibilisation parce qu'en fait, les premières vidéos qui sortent, vraiment, je crois au moins les 7-8 premières. Après je suis pas descendue jusqu'en bas, hein, oui, oui, mais oui. du coup en termes de popularité, de vues et de ce qui est mis, en avant, voilà, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant quoi, de le souligner. Parce que du coup, on voit qui se saisit du sujet et ça aussi, ça pose question en fait dans l'appropriation culturelle parce qu'en fait c'est, qui prend les bénéfices de la culture qui est, qui est, prise en fait, qui de toutes ces notions-là. Et Mmh, dernier point important que je voulais, parce que c'est avant de continuer le podcast comme ça c'est clair. Il y a un truc que j'aime bien, rappeler, notamment quand je lis, des essais, c'est, ce que j'appelle l'art d'être vexé. Mais c'est très bien en fait d'être vexé, mais le fait d'être vexé doit permettre une remise en question. En fait, les gens, ils s'offusquent et ils se braquent. Mais en fait, bien sûr qu'on peut être vexé quand on a fait, une erreur, qu'on savait pas quelque chose, qu'on a employé un mauvais terme, ou qu'on a utilisé des choses qu'on n'avait pas à utiliser, quelqu'un nous le fait remarquer. Ça peut soit vexer, soit blesser, soit voilà. Mais en fait, il faut passer au-dessus de ça, parce qu'en fait, le problème de l'appropriation culturelle est plus grave qu'un ego personnel froissé mmh. et du coup, c'est pour moi, c'est ça le plus important. Il faut pas rejeter totalement, je pense cette émotion-là, qui est le fait d'être vexé, de ressentir ça. Parce que justement, ça pointe du doigt quelque chose qui est important et qui, nous montre qu'en fait, on a fait quelque chose qui était pas correct et c'est normal. Et Mais d'ailleurs, du coup, c'est qu'est-ce que j'en fais? ça nous Voilà. emmène vraiment sur le point suivant, sur, la critique qu'on peut faire sur l'appropriation culturelle qui pourrait aller trop loin. Hem, c'est vrai que c'est une critique, des fois, on va dire: «Oui, mais attendez, ça veut dire qu'on peut même plus, heu» enfin, tu les as déjà vus, On peut plus c'est rien dire. parodie, on peut plus Mmh. rien dire, on peut plus rien faire, mais si on aime, ça veut dire on peut pas en profiter. Enfin, déjà, c'est que la forme, on peut pas en profiter, justement, ce qui est questionnant, c'est, comment on en profite? Est-ce qu'on en profite en faisant rayonner, la culture ou est-ce qu'on en profite, en abusant? Ouais, Hem bah, ouais. donc, ouais, la question de l'appropriation culturelle, moi, je vais te donner l'exemple et ça nous permet d'enchaîner sur les tambours. La personne qui a confectionné mon tambour, elle se revendique pas du tout chamane, elle a pas eu d'initiation au chamanisme, mais par contre, hem, la rencontre du tambour est intervenue dans sa vie à un moment où, il y a eu un bébé miracle, donc Mmh. vraiment, c'est une très belle histoire. Et c'est ce qui lui a donné cette envie, cet élan d'en concevoir pour d'autres personnes. Elle a développé sa façon de les tisser, elle respecte pas forcément des traditions, hem
Et là, il y a eu une réappropriation plus qu'une appropriation et elle ne se revendique pas d'un mouvement. Et c'est sûr qu'elle se questionne et qu'elle s'inquiète des fois qu'on lui dise que ce n'est pas sa culture. C'est une petite Mmh. femme un mètre 50 qui, qui n'a jamais fait le voyage en Mmh. Mongolie. C'est sûr que ça peut inquiéter certaines personnes qui ont une telle appréciation, mais qui n'ont pas forcément envie de reproduire une culture. Après, on développera autour du tambour plus tard, hein, parce que tu as lu comme moi La femme tambour, je pense. Non et Non, non. alors je t'en parlerai, je t'en parlerai. Ouais. Mais qu'est-ce que tu peux répondre à ces personnes qui sont dans pure, un pur amour d'un outil, d'un artefact, d'un, d'un consommable, d'un rite, mais qui, dans l'absolu, n'appartient pas à leur culture ou à leurs racines? Bah, pour moi, c'est vraiment justement, bah, ce qu'on disait avant quoi, de vraiment, s'intéresser, de montrer, vraiment, du respect parce que je pense que c'est totalement possible d'avoir un véritable intérêt. Ça, par Mm, contre, ça pour moi c'est assez évident. Donc ça, c'est une certaine, déjà un premier point, s'intéresser, à tout ça et puis, aussi, je pense d'écouter, différents points de vue de personnes concernées. Donc voilà, je dis bien mm, de personnes concernées. Parce qu'en fait, il y a des débats super, intéressants, entre personnes concernées qui perçoivent pas forcément la chose de la même façon non plus et du coup, en fait, ça va créer toute une nuance, voilà. Ces personnes ont souvent, les mêmes, de ce que j'ai pu entendre en tout cas, hein, les mêmes avis, sur ce qu'est, l'appropriation culturelle, mais, les limites et curseurs vont être différents, selon les personnes et je pense que du coup, passer par cette écoute-là, ce temps-là, ben, ça peut, peut-être, amener, des réflexions qui sont intéressantes, nuancer, sa posture, peut-être parfois, soit se soulager, soit peut-être se remettre en question quand c'est nécessaire mm, et je trouve ça, voilà, que je pense que c'est très important d'écouter en fait, différentes voix et du coup, il y a effectivement, comme je te disais avant qu'on lance, un épisode de podcast que j'ai réécouté, parce que je c'est un podcast que j'adore qui s'appelle, Kif Taras qui a été fait par, Grace Lee et Rokhaya Diallo, voilà, où, heu, où elles abordent notamment, les questions liées, au racisme en France et donc, il y a un épisode alors je regarde juste, j'ai noté le numéro comme ça, je dis pas de bêtises. Mmh. Donc c'est le alors voilà, donc c'est l'épisode 23. Donc elles ont invité, Maboula Soumaoro qui mm, a donc lancé, en France, notamment, le Black History Month, et du coup dans cet épisode de podcast, il faut savoir aussi que, elle est aussi, doctorante, maîtresse de conférences et cetera. Donc c'est quelqu'un qui se questionne beaucoup et qui prend beaucoup la parole, sur ces questions et donc elles ont un échange très intéressant, toutes les 3 justement sur l'appropriation culturelle. Donc mm, voilà, avoir ce genre, de contenu, aller voir aussi, je trouve ça, voilà, très intéressant. Donc là, on va au-delà, du milieu du bien-être, mais je pense qu'en fait, il faut aussi sortir son nez de là. mm, Voilà. Pour moi, c'est vraiment important de sortir son nez de là parce qu'en fait, pour moi, le milieu du bien-être, du spirituel n'est pas déconnecté du réel et en fait, le fait d'être totalement déconnecté du réel, c'est là aussi qu'on en vient à avoir des pratiques et des usages qui sont totalement, problématiques, en fait. C'est, mm. voilà Mais et du on en revient au tarot avec Cour de Gébelin qui a écrit en disant que le tarot était un outil égyptien pour vendre son livre. Si on s'intéresse pas à l'histoire, on perd énormément de l'intérêt et aussi de la réalité. Et pour le tambour, du coup, tu m'offres un pont vers le livre de La femme tambour, qui est un livre qui retrace l'histoire du tambour dans les cultures qui m'a fait énormément de bien parce que moi j'avais une belle attraction vers la percussion et la rencontre de mon tambour a été un très beau moment dans ma vie. Euh, mais il y avait toujours cette question de bah ouais, mais moi je me ressens pas chaman, ça m'embête parce que j'ai conscience que ça appartient à d'autres cultures et en le pratiquant, c'est pas du tout ce que je vis.
Et en fait, elle a retracé l'histoire. Le tambour, on le trouve partout dans le monde, notamment en Méditerranée. Alors, il est légèrement différent de ce que vous pouvez voir aujourd'hui avec les tambours chamaniques. Le tambour méditerranéen, il avait des cymbales et il était frappé à la main. Et ça a été invisibilisé en Occident par la montée de l'Église, qui a cassé des sculptures de déesses pour leur enlever leur tambour, se les réapproprier, mais faire des femmes, du coup, des êtres qui n'ont plus d'instruments religieux, parce que le tambour était plutôt l'instrument des rites féminins. Donc oui, il reste quand même toujours une appropriation de genre. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut parler d'appropriation de genre. Si c'est le cas, je pourrais en parler pendant des heures autour du Je tarot. ne sais pas, franchement. Je ne sais pas du tout. C'est vrai que c'est une question L- intéressante, tu Parce que tu vois. vois, autour du tarot, c'est principalement des hommes à l'origine qui ont fait du gros pèse dessus, beaucoup d'argent. Mm. Euh, on pourrait se dire que ça c'est ancien, mais enfin, Mademoiselle Lenormand, elle a été arrêtée plusieurs fois et ses homologues masculins néant. Si on regarde les grands auteurs cours de Gébelin quand il a écrit sur le tarot, c'était principalement des femmes qui tiraient le tarot dans les cuisines et qui s'amusaient entre elles à se lire la bonne aventure. Et lui, il s'est dit, j'ai découvert la chose et il s'est fait de l'argent dessus. Euh, Pamela Coleman Smith, elle a Mm. rien touché du Rider-Waite-Smith, enfin Ouais, des clopinettes. Et pendant longtemps, c'était le tarot Rider et on n'avait pas ouais, Smith. ouais, Qui est le jeu de tarot, je le rappelle, qui est le plus utilisé dans le monde. Et les anglo-saxons pensent pour beaucoup que c'est le jeu le plus ancien, c'est dire, tellement il est populaire. ouais, Euh, et ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est que même nous en France, Jodorowsky, qui a remis un petit peu la hype du tarot quand il a sorti La Voix du tarot, ouais. il n'a pas écrit seul son livre. Mm. Il était avec une femme. Et toutes ces femmes, même dans le tarot, alors qu'il y a plus de femmes dans le milieu du tarot, on le voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui Mm. encore, c'est pas forcément les personnes qui en récoltent les... l'argent. Disons les faits, l'argent. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi une question d'appropriation culturelle de genre. Ouais. Peut-être. Je sais pas. Après, est-ce qu'on peut parler... en fait, pour moi, la question, elle Mm. serait sur le fait de... Est-ce qu'on a vraiment une culture par genre ou pas, hein. Et c'est vrai que ce serait... Oui, ça ouvre un Est-ce que ce débat. serait des cultures du genre selon selon les pays, par exemple, sur la féminité, la masculinité? Enfin, ce serait, à mon avis, il y aurait pas mal de questions à soulever. Ce serait intéressant. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que c'est un vaste débat et on n'aura pas le temps d'ouvrir tout ça Non. aujourd'hui. Euh, je vais te poser encore une question sur question peut-être qu'on a vue ou bon ça tu y as déjà répondu. Je regarde un petit peu ma Ouais. fille. Euh, les réseaux sociaux aggravent les phénomènes d'appropriation culturelle. Et là, tu as le droit de développer. Du coup, pour moi, oui, je ne suis pas trompée en répondant vrai ou faux, hein, j'ai dit vrai, hein. Ouais, ouais, Ok. vrai. Je me suis pas plantée parce que sous la pression, tu vois. Donc vrai. Et je pense que ça, c'est lié beaucoup à au système de consommation exacerbé dans les réseaux sociaux, où on a déjà des vidéos qui marchent, qui sont très courtes, Hmm, parce qu'il faut pas parler trop longtemps, parce que sinon, bah, les gens scrollent. Donc en fait, à partir de ce moment-là, je vois pas comment on peut avoir une pensée construite, notamment sur bah, des questions qui sont spirituelles ou du bien-être, quand ben, on a moins de 3 minutes pour le faire. Déjà, hmm. ça commence mal. Déjà, sur des bases techniques, ça commence mal. Si on est à l'écrit, c'était pareil. Alors, on peut aller carrousel 20 slides, mais personne lit 20 slides, quasiment. C'est Non, ça. mais à un moment donné, voilà. Donc, du coup, pareil, même à l'écrit, ça devient compliqué. Et de toute façon, il faut écrire gros, donc on va pas écrire 150 trucs si notre carrousel fait 20 slides. Et enfin, dans les légendes, on a un nombre de caractères restreint. Donc, voilà. Les trois canaux de diffusion possibles, et en tout cas les principaux sur les réseaux sociaux déjà, limitent la complexité du message par la durée ou la taille du truc. Donc déjà, je pense que ça amène
à plus de dérives. Ensuite, on a, tout ce qui est, directement en lien avec les algorithmes où en fait, il y a, des personnes et des types de contenus qui vont être plus mis en avant parce que, ils vont correspondre à certains, standards, dans la société. Donc voilà, il faut être conscient que, quand c'est notre cas, on en bénéficie. Voilà. Et Voilà, ça c'est dit, donc non oui, mais voilà, enfin, c'est vrai quoi. Après, est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça? Pas forcément, parce qu'en fait, on va pas arrêter de poster du contenu, mmh, mais c'est un fait, enfin, c'est la vérité quoi. Donc voilà, les choses mais qui sont mises en avant, tu soulèves quelque c'est chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans notre présence sur les réseaux, certes, on peut jouer le jeu des algorithmes et être dans un contenu rapide, un contenu abrégé, un contenu clivant qui va pas présenter ouais, l'entièreté du sujet. Par contre, on a les moyens, on peut se donner les moyens de rediriger vers des oui, espaces où on va davantage développer. Moi, sur mon compte Instagram, je redirige souvent sur le podcast où je peux prendre un peu plus le temps de développer les sujets. Mais vous pourriez très bien écrire des articles et les développer et les partager, ou sans même faire ce travail, parce que j'ai conscience que c'est un travail supplémentaire, rediriger vers le travail que d'autres personnes ont fait ouais, pour avoir quelque chose de plus complet, ou des ouais, ouvrages, parce qu'on ne manque pas de littérature hyper intéressante et ouais, pour le coup, heu, où là, on a le temps et les gens prennent le temps aussi mmh. de comprendre. Bah, ouais. D'ailleurs, vraiment, moi, j'accentuerais le fait dans le cadre de l'appropriation culturelle, de renvoyer, d'ailleurs vers des Concernés. personnes concernées, quoi. Vraiment. Mmh. C'est parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a vraiment déjà, des croyances, des symboliques qui sont prises et du coup, en fait, les meilleures personnes pour en parler, ce sont, les personnes concernées. Mmh. D'autant plus qu'en fait, parce que donner des faits, c'est une chose et ça, je pense que, c'est à la portée de tout le monde, en fait, d'aller regarder des chiffres, de transmettre des définitions, de transmettre des ressources potentielles. Mais par contre, parler d'un vécu et d'un ressenti, bah, ça, pas c'est pas possible pour tout le monde et ça me semble essentiel pour vraiment pouvoir percevoir l'impact, en fait, que ça a sur les personnes concernées. Parce Mmh. qu'en fait, les chiffres, c'est une chose, mais vraiment écouter, les ressentis, les avis et cetera, c'en est une autre, quoi. Et ça me semble aussi un passage, essentiel. Mmh. Mmh. Voilà. Tu as d'ailleurs peut-être des comptes à nous recommander sur les réseaux sociaux pour, explorer différentes thématiques et les comprendre avec un peu plus de sens? Alors sur les réseaux sociaux, j'en ai assez peu parce que tu sais, moi, mon compte, il est pas mal focus livre. Donc du coup, Ouais. j'en ai assez peu. Par contre, j'ai, quand même des titres, notamment de livres, ou Mmh. des autrices, notamment, afroféministes qui évoquent ces questions qui sont vraiment, très intéressantes. Tout de suite, moi qui est une de mes autrices préférées, c'est Bell Hooks, j'en parle très, très souvent sur mon compte et je recommande notamment de lire ses, 2 autobiographies. Parce que, voilà, alors ces essais sont excellents et c'est ce que je dis tout le temps, je vais pas conseiller un essai de Bell Hooks parce qu'en fait, vous pouvez passer dans le rayon, vous prenez un essai au hasard d'elle et il sera bien. Voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà, il sera bien. C'est, c'est une personne, assez, incroyable, qui arrive, à dire la vérité tout en étant bienveillante et pour moi, la bienveillance, c'est ça. Je pense que c'est vrai qu'au niveau des assos, on a aussi quand même des gens, qui sont, dans une pédagogie, et cetera et qui peuvent, que ce soit sur, les questions, LGBTQIA+ ou, sur les questions du racisme et cetera et qui peuvent aider, les différents praticiens et praticiennes, à se former, sur ces questions-là. Heu et conseiller, peut-être aussi, des ouvrages des fois pour ceux qui auraient moins de budget. Il y a même, des sortes de bibliothèques, solidaires dans, les associations, où on peut d'ailleurs, déposer également des livres si c'est possible et du coup, je pense que c'est hyper important de faire ça aussi quand on quand on se sent de le faire. Parce que voilà, encore une Voilà. fois, il y a aucune obligation, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui le font très bien et je pense que c'est aussi bien Mmh. d'ouvrir la conversation. Ouais, ouais, c'est important et puis c'est vrai, ça amène aussi la notion d'humilité qui est très importante et qui est à considérer aussi, dans le cadre de notre sujet de départ, hein, sur l'appropriation culturelle. En fait, effectivement, je pense qu'on est, tous et toutes,
capable de faire, et de dire, des trucs qui vont pas et en fait, parfois ça va heurter, parfois ça va blesser, parfois il y a des gens qui vont, nous reprendre, nous corriger, et tout ça et en fait, ça fait aussi partie de l'apprentissage et de la communication. Après voilà, tout est relatif, hein, bien sûr, j'exclus, tous les propos qui sont illégaux, je le rappelle, hein. Voilà, quand je non mais parce que voilà, donc que ce soit très clair. Et c'est vraiment sur des erreurs, de langage, des choses qu'on ne sait pas parfois. Je pense qu'il faut vraiment rester dans cette posture-là. En fait, on est toujours en apprentissage. D'autant plus que la société évolue tellement vite et qu'il y a tellement de points de vue différents, de façons de ressentir, de percevoir, les choses différentes qu'en fait, on peut pas, pour moi, on peut pas être, tout le temps nickel sur une question et même quand on est concerné. Enfin, Je, je veux dire, je, Ça c'est me fait dingue. penser à quelque chose parce que tu dis la société elle évolue tellement et j'écoute un podcast qui s'appelle Les goûts et les couleurs. Mmh. Ce sont trois hommes qui parlent de design et de marketing. Très intéressant comme podcast. Des fois, leur Ouais, discours me choque un peu parce que ce sont trois hommes, je pense, hétérosexuels qui tiennent des discours parfois que je trouve très touchy. ouais. Mais c'est assez particulier aussi des fois d'entendre des espaces où il y a pas cette remise en question. J'avoue que c'est Oui, perturbant oui. pour moi et mais bon, du coup, j'écoute, presque avec un vent de fraîcheur, en me disant: «Tiens, c'est déroutant, moi, j'ai pas l'habitude d'entendre ce propos-là». Mais surtout, ils ont quand même des réflexions comme notamment autour des campagnes de la pub Axe, ce déodorant masculin où il y Mmh. a quand on était ado, il y avait un gars qui se mettait du Axe et des femmes qui accouraient de Ah partout ouais, et 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 à l'époque, je trouvais je me pas ça souviens. problématique du tout, je trouvais ça drôle, Oui, et aujourd'hui, une pub comme ça passe pas. bah oui, Heu, bah oui. Des pubs, des séries aussi, Bah, des fois le au truc. moment où on parle il y a un Américain, un incel qui s'appelle, qui a le pseudo Clavicular, qui est arrivé à Paris. Son grand jeu, c'est aux États-Unis, de draguer des meufs et de se foutre de leur gueule sur les réseaux. Ouais, Et là, il est arrivé à Paris et les Parisiennes, elles n'apprécient pas. Elles l'envoient toutes péter. bah ouais, Et donc, c'est beau aussi de voir qu'en France, nos mentalités, elles se questionnent et elles évoluent. Et ça ouais. évolue vite. Donc, ça demande aussi à se remettre souvent en Ouais, question. c'est ça et vraiment, voilà, il y a pas de pour moi, vraiment, il y a pas, de mal à se tromper tant qu'on se remet en question. C'est, voilà, quelque chose de l'ordre de l'apprentissage et que parfois, ça, par contre, c'est effacé sur les réseaux sociaux, je trouve et c'est dommage. Parce Hmm. que en fait, faut du temps, aussi pour, apprendre, maîtriser quelque chose et On montre pas le processus, c'est ce que tu veux dire? oui, c'est ça Ouais. et du coup, autant il faut pas se positionner en enseignant, et professeur et cetera quand, on n'a pas les le bagage nécessaire mais pour autant, je pense qu'on a le droit de se questionner aussi à voix haute avec d'autres personnes. Notamment pour créer une sorte d'effervescence, hem, intellectuelle et émotionnelle sur certains sujets, pour voir les choses avancer et grandir, voilà. Hmm. Donc je pense, attention, que ça doit être aussi dans des, peut-être dans des espaces où c'est clair que c'est ça, que ça va être ça. Que les gens soient prêts aussi à l'entendre et à parler. Qu'on vienne là, dans cet espace, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai, quand on est prêt à se dire: Hmm. «Peut-être que du coup, je vais me confronter à, des pensées, des façons de voir le monde, ou des gens qui sont peut-être pas, comme moi ou qui ont pas lu les mêmes choses, ou qui ont pas vu les mêmes choses, qui n'ont pas vécu les mêmes choses» et pour autant, je pense que ce serait super enrichissant. Voilà. Je te retiens encore un peu parce qu'il y a un fait Bien sûr. d'actualité que j'aimerais qu'on aborde. Ouais. Euh, je pensais pas qu'on allait l'aborder, mais en fait, ça fait énormément sens qu'on l'aborde ensemble. Tu as vu Spartacus, les femmes qui marchent sur les braises, et Oui.
Alors, ça fait quelques jours sur les réseaux sociaux, principalement sur Mmh. Instagram, parce que je regarde ça, ce qui paraît aussi sur TikTok. Il y a eu le séminaire Spartacus, qui est un séminaire de 4 jours qui coûte 900 euros, où un des points d'aboutissement est le fait que des femmes des femmes et des hommes, hein, je tiens à le rappeler, il y a aussi des hommes qui ont participé à Spartacus, ont marché sur des braises et ont brisé une flèche avec la partie molle de leur cou. Mmh. Ces moments étant décrits comme des moments de dépassement de soi, de réalisation. Sur les réseaux sociaux, donc 250 personnes qui vivent un événement qui est filmé et qui est aussi là pour être partagé individuellement sur les réseaux sociaux, ça crée ce qu'on appelle une trend. Et comme on a vu du jour au lendemain des femmes, principalement d'âge mûr, euh, des daronnes, parce qu'elles ont été moquées en disant des daronnes, des mamans, euh, ou des RH, parce qu'il y a la grosse moquerie des Karine de RH qui auraient fait cet événement. Bref, j'accélère parce que vous n'allez pas me comprendre. Mais en gros, on a vu toutes ces femmes marcher sur des braises et elles ont été tournées au ridicule au départ par beaucoup d'hommes qui se foutaient de la gueule de ces femmes quarantenaires. Euh, Il n'y avait pas de réflexion derrière. C'était juste on se Mmh. moque de femmes. Puis ça a été repris par des personnes, des intellectuels qui se foutaient de la gueule de ces femmes euh, en disant que ce n'était pas un problème qu'elles aient, que ce soit des femmes et qu'elles aient 40 ans, mais que ce soit qu'elles s'inscrivent dans un système de MLM, donc de vente potentiellement pyramidale, qui pose des problèmes. Mais le sujet, je pense qu'il n'est pas là, c'est qu'on se fout de la gueule de ces femmes. Il y a aussi des personnes qui ont critiqué que bah, marcher sur du feu, ça appartenait à des cultures et qu'on était dans de l'appropriation culturelle. Mais je pense que sous couvert là d'une multitude d'arguments, on en oublie qu'on est en train de s'acharner sur un petit groupe Mmh. qui certes a des privilèges, ce sont des femmes blanches occidentales, Mmh. mais qui se prennent un vent de merde du jour au lendemain de tous les côtés. Ah oui, Quel est, c'est non mais c'est vas-y. quel est ton avis là-dessus? Bah, moi je suis totalement d'accord avec toi, d'autant plus que là-dessus j'ai aussi voilà, il y a des avis sur lesquels j'essaie pardon, j'ai failli faire tomber mon Le micro en tombe. il y a des avis, c'est pas j'en perds mon latin, c'est j'en perds mon micro. Voilà, il y a des avis sur lesquels, j'aime apporter, voilà, de la nuance et je pense que c'est, important parce que l'humain, est fait, de ça. Mais j'ai aussi forcément des avis sur lesquels j'ai des positions qui sont Mm, un peu plus tranchées et là-dessus, c'est le cas notamment sur, les conséquences de nos propos sur les réseaux sociaux. Et notamment ici, en plus des propos qui sont sexistes. En sachant, il faut bien que les gens se le disent, quand on se moque, d'une femme, qu'importe qui c'est, hein, je me fiche là de ses idées, de qui c'est, peu importe, elle va prendre une vague de haine beaucoup plus grande mm. qu'un homme. Donc à un moment donné, je pense qu'effectivement, va falloir que les gens se responsabilisent et que encore une fois, il y en a peut-être qui ne se rendent pas compte qu'ils vont, favoriser, la violence comme ça. C'est, ici voilà, c'est une violence sexiste, mais ça peut en plus, comment, parfois être, à l'intersection d'autres discriminations, enfin plein de choses et du coup moi je trouve qu'effectivement c'est un gros problème. Un problème qui se montre dans cet exemple-là et qui se montre, bah, peut-être à chaque fois que, il y a, un souci, avec une femme, en général, Bah, sur il y a internet quoi. Enfin, cette femme qui s'était fait arnaquer, l'arnaque de Brad Pitt, oui, qui s'était retrouvée du jour au lendemain moquée de tous sur les réseaux sociaux. non mais Je pense que faut pas oublier que, certes, les réseaux sociaux, le but, si vous entreprenez sur les réseaux, c'est d'avoir de la visibilité, mais cette visibilité, c'est pas à n'importe quel prix. Et c'est pas parce que, par exemple, en ce moment, parler de Spartacus euh, dans un format court, vous voyez, là, on aborde Spartacus parce que c'est un fait d'actualité, mmh, mais on le développe. Sur ouais. Instagram, quand pendant 30 secondes, on s'acharne, on a rajouté notre pierre à l'édifice, mais quel édifice on est en train de mener? On est en train de construire, c'est une église terrible, c'est pas quelque Bah chose oui, de beau et même si derrière il y a des arguments justes
ce système, le système de Ponzi, le MLM, c'est des choses problématiques, on pourrait Mmh. l'aborder dans un prochain épisode. Là, les critiques ne sont pas dirigées envers le créateur, Oui, elles sont c'est ça. dirigées envers des exemples de femmes de 40 ans qui ont vécu cette expérience et qui la partagent. Euh, et et je trouve ça grave parce qu'il y a même des personnes que je vois d'habitude tenir des propos très intellectuels, très intéressants, faire des critiques politiques assez pertinentes pour surfer sur de l'actualité, pour surfer sur une tendance, rajouter de la haine Mmh. vers ces femmes. Ouais. Bah, en fait, c'est ça, c'est les 2 questions principales, c'est vrai, à se poser, c'est déjà: «Quel est l'intérêt que je prenne la parole à ce moment-là?» Est-ce qu'il y en a un? Parce que je suis pas sûre qu'effectivement toutes les personnes qui prennent la parole sur ce sujet ont vraiment quelque chose à apporter. De vrai, c'est pas méchant quand je dis ça, hein, mais donner son avis, dans un contexte privé et le donner, dans un contexte qui est, public, beh, c'est 2 choses différentes. Donc du coup, il y a cette question de, bah, quel intérêt va avoir ma prise de parole? Quelle portée ça a? Et puis ensuite, effectivement, de se poser la question de qui est visé par mes propos en vrai? Parce que du coup, effectivement, s'il y a plein de personnes qui s'étaient posé cette question-là, peut-être qu'en fait, bah, ils se auraient peut-être plus parlé du créateur, Mm. de cet événement-là et aussi, bah, du coup, auraient soulevé d'autres questions, qui sont plus rattachées, à de l'empathie, par rapport à ces femmes, en fait. De comment ça se fait qu'on se retrouve à faire ça? Mm. Comment ça se fait qu'on ait besoin, aujourd'hui, de ressentir de telles émotions? Pourquoi on a besoin de marcher sur ses braises. C'est et en fait, Ouais. là, on commence à saisir à interroger quelque chose, quoi Et encore et une fois, même ceux qui ont dénoncé le fait que... Alors, il y a quelques personnes qui a dénoncé un petit peu plus l'organisateur, mmh, qui jouait ouais, sur de la douleur pas vrai, hein? pour en faire un business. Ouais, Eh bien, même quand il y avait ce propos-là, mmh, les personnes créaient du contenu pour gagner en visibilité. C'était le seul but, hein, gagner de la ouais, visibilité. Heu, mais ne recueillait pas la parole des concernés. Moi, je suis allé discuter avec 5 femmes, elles ont pas voulu, prendre parole. Je pense qu'elles ont ouais, peut-être aussi des consignes où elles doivent pas s'exprimer, ou je pense aussi que quand tu t'es pris tellement de haine en quelques jours, t'as pas mmh, forcément envie de remettre, de l'huile sur le feu. Mais, qui, elles, semblent, être très heureuses de l'expérience qu'elles ont vécue. Alors, on mettra toujours un point de vigilance autour des dérives sectaires, mais c'est ouais, même pas ce qui est pointé du doigt ici. oui. Pourtant, question aussi, hyper importante, il me semble, qui pareil mériterait un Et épisode de podcast, hein, exactement. parce qu'il y Bon, en a à ben, dire. je pense que de toute façon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous a laissé bien assez de matière pour vous posiez plein de Mmh, questions. S'il vous plaît, en commentaire, de la bienveillance. La semaine dernière, j'ai partagé un épisode sur euh, la violence sur les réseaux sociaux. Donc, avant de commenter, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter aussi parce que l'espace commentaire, c'est des espaces où il y a des humains derrière. Roman et moi, on va les lire. Et là, on a passé une heure à mmh, discuter ensemble et à vous partager notre contenu. mmh, Et ça nous ferait plaisir d'avoir votre avis du moment qu'il est respectueux, bienveillant c'est et ça. dans l'échange. Mmh. Avant qu'on quitte, j'ai juste une dernière personne que je voudrais mettre en avant, parce que Ouais. c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais qui revient très souvent, c'est sur le yoga aussi, en fait, dans Oui. l'appropriation culturelle et en fait, il y a une femme que j'ai découvert il y a peu de temps qui s'appelle Poulan Devi et en fait, elle, se rend, directement dans des cours, donc de yoga ou avec, des profs de yoga pour, justement parler d'appropriation culturelle. Hmm. Dans le yoga. Donc voilà, elle, elle propose ça et c'est super intéressant, d'écouter ses prises de parole. Elle met en avant plein de choses, vraiment, voilà, c'est absolument, passionnant donc je vous recommande vivement d'aller l'écouter. Et C'était tout, je c'était important pour complète moi. du coup, mais tu as raison et du coup je complète. Si vous êtes adepte du yoga, rappelez-vous que ce n'est pas que un sport. Je vous invite fermement à lire les Yoga Sutras de Patanjali parce que c'est plus qu'un sport, c'est une mentalité, un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Donc
Ben voilà, on finit l'épisode avec ça. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci Roman d'être venu et à la semaine prochaine. Merci à toi pour l'invitation, Gaëtan. Au revoir tout le monde.